Merci et enchanté d'être ici aujourd'hui avec nos amis toulousains et d'autres régions d'Occitanie. Donc nous sommes basés ici au Soleil, au PAM, et nous sommes spécialisés donc dans les métavers et les métavers appliqués à la culture. Donc avant de vous montrer des images pour illustrer mon propos, je voudrais vous définir un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces termes, ce qu'est un métavers en fait. Un métavers, donc comme étymologiquement, méta, ça veut dire au-delà. Et métavers, c'est au-delà de l'univers physique qu'on connaît et dans lequel on vit depuis qu'on est né. Et c'est tout ce qui s'applique aux technologies numériques et les dimensions numériques, en fait, les dimensions digitales des nouveaux mondes que l'on construit depuis l'avènement du numérique. Les métavers, ça comprend énormément de choses. Ça comprend Internet, ça comprend les jeux vidéo, ça comprend la réalité virtuelle, mixte et augmentée, et ça comprend beaucoup d'autres encore. En fait, tout ce qui est numérique, en fait, nos smartphones, ce sont des plateformes de métavers, en fait. Et en fait, ça fait depuis les années 90 qu'on est très familier avec ce terme, sans l'avoir connu, puisqu'il vient d'être mis à la mode et démocratisé par le patron de Meta, Mark Zuckerberg. Les métavers, c'est la possibilité en fait de faire exactement la même chose que ce qu'on fait dans la vie réelle, et même au-delà, dans des mondes numériques sous forme d'avatar ou juste par écran interposé, à l'intérieur ou pas, devant un écran ou à l'intérieur de l'écran, de faire exactement ce qu'on fait dans la vraie vie et bien sûr encore plus de choses. Et c'est pour ça que je vais vous montrer quelques exemples dans un moment. Les métavers, c'est une économie absolument fantastique qui s'ouvre à nous, avec des prévisions pour 2030 jusqu'à 5 000 milliards ou 5 trillions de dollars prévus pour l'année 2030, ce qui est énorme. Et c'est sans doute une économie qui va dépasser l'économie d'Internet très rapidement. Cette économie, elle se base sur plusieurs piliers. Alors il y a de la recherche, des économies. C'est l'industrie qui s'est approprié le métavers avant toute chose. C'est-à-dire que l'aéronautique, en fait, a commencé à faire des simulations dans les années 60 ou même avant, et de réalité virtuelle. Et petit à petit, ces simulations ont intéressé un certain nombre d'industries qui sont toutes très très différentes. Ça va de la médecine aux centrales nucléaires, à la construction automobile, à toute forme d'industrie. Et le métavers a été en fait démocratisé pour les industries en entreprise, avant d'être démocratisé pour le grand public. Mais aujourd'hui, je vais m'attacher à la démocratisation du métavers pour le grand public parce que c'est vraiment là l'enjeu, parce que le grand public, c'est potentiellement 7 milliards de personnes dans le monde qui vont utiliser ces plateformes pour se rencontrer, pour y vivre des moments ensemble. Et on sait tous que l'homme est un animal social, et le fait d'être ensemble est une clé pour démocratiser le métavers. Et c'est ce que fait Vroom, enfin c'est ce que fait mon entreprise, c'est-à-dire que nous, on est spécialisé dans la production, la création, la production et la diffusion de spectacles dans les métavers et d'événements. Et c'est ce que je vais vous montrer pour illustrer mon propos et puis pour vous montrer aussi jusqu'où on peut aller aujourd'hui et bientôt dans ces mondes virtuels. Donc Charlotte, si tu veux bien lancer la vidéo. Donc là, voici quelques-unes de nos réalisations. Vous avez sans doute entendu parler du concert de Notre-Dame de Jean-Michel Jarre en janvier 2021. C'est un concert qu'on a réalisé entièrement en réalité virtuelle, mais qui a été diffusé sur toutes sortes de médias. Ça, c'est un autre concert avec lui, Oxymore, que nous venons de produire aussi en réalité virtuelle en janvier dernier. Et nous avons des partenariats avec des festivals comme la Biennale de Venise, que vous voyez ici, ou bien Go East du Deutsche Film Institut, ou bien South by Southwest aux États-Unis. Et tous les petites personnes, les petits avatars que vous voyez bouger, en fait, c'est des gens qui se branchent du monde entier pour s'amuser ensemble, pour partager un moment ensemble et pour découvrir surtout des choses ensemble. Ça, c'est un autre concert sur Roblox. Donc, Roblox, c'est aussi une plateforme métavers, c'est un jeu vidéo. Nous travaillons aussi avec France Télévisions. On vient de faire les JO de Pékin et nous allons bientôt aussi, et nous venons de terminer, Roland Garros. Et on a des projets pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc ça, c'est pour vous donner un bref aperçu de ce qu'on fait. Maintenant, je vais aller dans le détail.
Donc déjà, il faut savoir que l'important, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un casque de réalité virtuelle pour rentrer dans les métavers. On a juste besoin en fait d'avoir soit un PC, soit juste un smartphone, parce qu'avec des systèmes de caméra virtuelle, nous pouvons transmettre en direct sur n'importe quelle plateforme ce qui se passe dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire que n'importe qui peut y avoir accès. On ne se limite pas aux détenteurs en fait de casques de réalité virtuelle. Là, ce que vous voyez, c'est un dôme en fait qui avait été conçu au départ pour un événement physique, donc pour un dôme physique, par un DJ qui s'appelle Molécule, un DJ de musique électronique. Et on a pu transposer ce dôme, en fait, qui était au départ pour la SAT au Canada, au Québec. On a pu transformer ce dôme, le transposer en réalité virtuelle, c'est-à-dire que les gens munis d'un casque peuvent se retrouver à l'intérieur du dôme pour vivre cette expérience et ensemble. Cette expérience proposée par cet artiste. Cet artiste qui d'ailleurs a tourné des images en 360 degrés au pôle Nord et il a réutilisé des sons du vent, de la glace qui craque, etc. À l'intérieur de la réalité virtuelle. Ce dôme, bon, c'est très impressionnant quand on y est en réalité virtuelle parce qu'on est immergé complètement dans ces univers. Mais le premier vecteur d'immersion, contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas l'image, mais c'est le son. Parce que, comme dans la vraie vie, nos yeux ont un champ de vision à 140 degrés, mais les images, les oreilles entendent à 360 degrés. Donc, par exemple, je peux entendre ce qu'il y a derrière moi, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière moi. Ce qui fait que pour la réalité virtuelle, le son, le traitement du son est particulièrement important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que un sujet sur lequel on travaille d'ailleurs avec l'IDEM pour créer justement des formations qui sont dédiées à ces métiers du son qui vont devenir prépondérants à l'avenir, contrairement à l'audiovisuel qu'on connaît aujourd'hui. Donc vous voyez ces gens qui se rejoignent ensemble sous forme d'avatar dans des mondes virtuels. L'avatar est aussi un sujet central du métavers parce que dans le monde, il y a 7 milliards de personnes. Mais en fait, on s'aperçoit que l'avatar, c'est presque une question philosophique du métavers, parce que c'est la représentation de soi. Et il y a des gens qui préfèrent n'avoir qu'un avatar, et d'autres qui veulent en avoir plusieurs. Alors là, vous voyez Jean-Michel Jarre, qui était en janvier dernier à Radio France. Dans le noir, il proposait un concert qu'il a créé en son multicanal, donc un son totalement immersif, avec 82 canaux. Et dans le noir, il demandait aux spectateurs de fermer les yeux pour écouter le son, qui était complètement immersif. Et en même temps, dans la réalité virtuelle, on avait créé une ville immense qui s'appelle Oxyville, et où vous voyez les avatars en gris qui devaient prendre un personnage qu'on leur donnait à l'entrée du concert, un personnage qui était tout pareil parce que c'était la direction artistique du monde qui voulait ça. Et on sent qu'il y a une véritable communauté qui se crée entre ces avatars qui ne sont absolument pas physiquement présents, mais qui peuvent se parler, qui peuvent s'échanger des objets virtuels, qui peuvent danser ensemble, et qui peuvent boire dans des bars virtuels. Et on voit en fait ces gens qui s'amusent ensemble dans des mondes virtuels et qui oublient immédiatement qu'ils ne sont plus dans la réalité, en fait. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer à toutes les communautés la plus grande accessibilité à des mondes et à des expériences qui n'existent pas, qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Là, vous voyez des gens dans un jardin géant, ici dans une gare, etc. Donc les fans de Jean-Michel Jarre pouvaient se coller devant les écrans où ils le voyaient jouer en direct, mais en même temps, les nouvelles générations, qui ne sont pas forcément des générations qui vont dans les salles de concert, dans les théâtres et dans les institutions traditionnelles ou ni dans les musées, peuvent se rejoindre dans des mondes où la gamification leur permet de retrouver les codes qui sont les codes de leur génération. Ça, c'est vraiment très important. Et vous voyez le nombre de gens qu'il y avait dans des instances différentes pour assister à ce concert. Je parlerai tout à l'heure de Notre-Dame, qui est aussi un cas d'école en la matière. Donc, la sociabilisation est quelque chose de très important parce que ça donne aux gens le sentiment en fait, d'immersion et de présence qu'on peut avoir quand on est ensemble dans la vraie vie. Là, ce que vous voyez, c'est la réplique d'un théâtre. Alors, très stylisé, parce qu'on a demandé à un artiste qui peint en réalité virtuelle, donc qui peint en 3 dimensions, de réaliser ce théâtre, qui est un théâtre iconique d'Allemagne, de Wiesbaden, qui s'appelle le Caligari, et où, traditionnellement,
un festival a lieu, le festival Go East du Deutsche Filminstitut, et ce festival, pendant le Covid, n'a pas pu avoir lieu dans la vraie vie, et donc il a eu lieu, on a recréé ce théâtre pour pouvoir faire le festival avec la remise des prix, avec les œuvres exposées, etc., dans ce théâtre-là. Vous voyez que la diversité d'avatars que les gens peuvent choisir pour se retrouver dans des événements qui, en fait, sont extrêmement sérieux. Plus on leur demande de prendre un avatar qui est comment dire, photoréaliste, en gros, et moins les gens ont envie de le faire. Et en fait, là, vous voyez des membres du jury qui s'amusaient comme des petits fous, mais qui, en même temps, étaient vraiment en train de travailler chez eux de manière très, très sérieuse pour évaluer les œuvres et leur donner des notes. Et tout ça se passe, en fait, de manière très, très sérieuse. On avait une remise de prix dans cet univers virtuel. Et c'est vraiment l'avenir, parce qu'en fait, ça nous permet, la réalité virtuelle et les métavers, d'échapper aux contraintes du monde physique totalement. Par exemple, pendant le Covid, on a vu que l'explosion de l'adoption de ces usages des technologies numériques, et on a aussi vu très récemment, par exemple, des festivals qui ont été annulés, comme le Hellfest, ou même pas plus tard qu'hier, je crois, les Eurockéennes, ou qui ont dû annuler à cause du réchauffement climatique, à cause des tempêtes, à cause des crises sanitaires, peut-être à cause de la guerre. En fait, c'est tout ce qui permet en fait aux gens de quand même continuer à vivre socialement, alors qu'on en est empêché dans la vraie vie. Là, c'est un concert qu'on a fait sur Roblox, un mini-concert. Donc vous voyez, bon là c'est un petit peu accéléré, les gens étaient un petit peu plus calmes que ça, mais pas tellement. Et là, c'est pour des marques. Donc c'est des placements de produits, c'est pour sensibiliser les spectateurs et les consommateurs potentiels à des produits, mais tout en s'amusant. Donc il y avait une petite fête foraine, on pouvait manger du papa, on pouvait danser, on pouvait saisir des objets avec des machines à griffes. Et les marques s'intéressent énormément à ces univers parce qu'elles y trouvent le moyen de communiquer avec les nouvelles générations, qui ne vont plus dans les magasins d'ailleurs, qui achètent tout en ligne, mais qui perdent un petit peu le contact avec la marque. Et là, du coup, les métavers leur permettent de ranimer en fait l'esprit de la marque et l'excitation qu'il y a autour d'une marque. Ici, vous voyez le festival South by Southwest. Alors, je voudrais en parler 2 minutes parce que c'est un très grand festival de musique aux États-Unis. Ça fait 3 ans qu'on leur fait leur édition en réalité virtuelle et sur les sites web. Un des souvenirs les plus marquants de la dernière édition qu'on a fait avec eux, c'est qu'il y avait un concours de danse, donc de danse pour les avatars. Et ces avatars, en fait, il y avait un jury qui leur donnait des notes, et on a décerné le premier prix à quelqu'un qui dansait très bien et qui était au Japon. Et en fait, on s'est aperçu, après lui avoir décerné le premier prix, que cette personne était paraplégique. Donc, c'est quelque chose qui ouvre aussi des horizons nouveaux pour les gens qui n'ont pas du tout accès à des événements dans la vie réelle parce qu'ils sont empêchés physiquement. Ici, ce que vous voyez aussi, ça faisait partie de South by Southwest. C'est un concert qu'on a fait en mars dernier à la Défense Arena. Il y avait plus de 10 000 personnes dans ce concert. Et en même temps, on avait le concert en réalité virtuelle que vous voyez ici. Donc le DJ que vous voyez là, il était sur scène à la Défense Arena. Et il y avait des avatars qui pouvaient danser tout autour de lui. Bon, là, il surplombait la scène. Et en même temps, vous voyez ici, il y avait des écrans autour de la scène physique qui retransmettaient en direct le concert. Et sur ces écrans, donc dans la réalité virtuelle, on mettait une caméra fixe en face du DJ et on disait aux gens, rapprochez-vous de la caméra pour dire coucou aux gens qui sont à la Défense Arena et qui sont en train de danser. Et en fait, les gens se rapprochaient de la caméra, faisaient coucou et tout le monde les saluait dans la salle. Donc l'idée aussi, c'est d'établir des ponts, ne pas couper les gens par le numérique de ce qui se passe dans la vraie vie. Et ici,
Voilà, donc ça c'est le concert qui nous a permis de battre le record du monde du concert le plus streamé en janvier 2021 avec 75 millions de vues, le concert de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame. Ça c'était aussi ce concert parce que c'était en décembre, donc fin décembre 2020, pour le 1er janvier 2021. Il y avait, ça c'est notre équipe, il y avait le Covid, des restrictions. La mairie de Paris a dû annuler toutes ces festivités et donc nous a demandé de créer en réalité virtuelle un concert auquel le monde entier pouvait se joindre, dans une Notre-Dame qui est abîmée, comme on le sait aujourd'hui, et qui est en cours de reconstruction. Donc il y avait beaucoup d'enjeux pour la ville de Paris, continuer à faire rayonner le nom de la ville de Paris à travers un monument que le monde entier connaît, et et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. On peut pas faire un concert de Jean-Michel Jarre dans Notre-Dame. Donc c'est quelque chose qui est possible, rendu possible grâce à la réalité virtuelle. Et on a pu ainsi, par l'accessibilité à travers tous les médias numériques, et donc c'est ce que je disais en début de speech, le fait d'être en réalité virtuelle, en réalité augmentée, en 360 degrés, en vidéo 2D, parce qu'on peut retransmettre aussi sur les canaux classiques, on retransmettait aussi sur les chaînes de télé, donc sur BFM TV, sur BFM Paris, sur plusieurs chaînes de télévision européennes, sud-américaines et africaines à travers le réseau European Broadcast Unit. Et ça nous a permis de battre donc le record du monde du concert le plus streamé. Et on voit aussi les enjeux avec donc 75 millions de vues, les enjeux économiques qui sont liés à cette production dans les métavers. Par exemple, un très bon exemple, et certains d'entre vous en ont sans doute entendu parler, le chanteur américain Travis Scott, qui a fait un concert sur Fortnite, dans un jeu vidéo, en 2020, en avril 2020. 2 années avant, en 2018 et 2019, il avait fait une tournée mondiale qui s'appelait Astroworld, et où il a réuni 56 dates, et ces 56 dates ont généré 63 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui revient à un peu plus 1 million de dollars de chiffre d'affaires par date. C'était un concert de 2 heures à chaque fois. En 2020, il a fait un mini-concert de 9 minutes dans Fortnite, un concert gratuit. Il a eu 12 millions de spectateurs et il a généré 20 millions de revenus, 20 millions de dollars de revenus en 9 minutes. C'est-à-dire que c'est absolument incomparable. Les échelles de monétisation sont totalement incomparables. Et comment il a généré ces revenus? Parce qu'il y avait un skin pour les avatars, il y avait un skin Travis Scott qui coûtait 50 centimes, je ne sais plus, enfin, ou un peu plus, 2 dollars. Et donc, il a généré 20 millions d'euros de revenus juste en 9 minutes en vendant un skin pour des avatars. Donc là, vous voyez un autre DJ, qui est un petit DJ, pas connu du tout, qui commence dans la musique électronique, la musique techno. Il a quelques centaines de suiveurs sur ses réseaux sociaux, donc c'est pas du tout Travis Scott. Mais lui, il a fait un petit concert donc, à l'occasion de Venise dans la réalité virtuelle. Il a réuni plusieurs centaines de 340, je crois, personnes pendant 1 heure, et il a vendu l'entrée 10 dollars. Ça veut dire qu'un petit DJ inconnu, il suffit qu'il fasse un petit peu de bouche à oreille, qu'il crée son monde, et il peut gagner 3000 dollars en 1 heure. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, et c'est la preuve de cette économie qui se met en place pour l'instant, que cette économie est particulièrement viable, et qui permet vraiment aux gens de vivre des expériences complètement folles ensemble. Donc nous, ce qu'on fait pour l'instant, jusqu'à présent, on utilisait, et je souhaite en parler aujourd'hui parce que c'est très important, on est ici au cœur de l'Eurorégion, on est en France, on a des talents en France, on a des talents dans notre région, et la souveraineté des productions est absolument essentielle. Et la souveraineté du métavers est un véritable sujet. Nous sommes très attachés à développer, avec tous les acteurs de ces industries, développer ce qu'on appelle un métavers souverain franco-européen. C'est extrêmement soutenu par le gouvernement, dans le cadre du plan France 2030. Et c'est vraiment ça le but, en fait. Le but, c'est d'échapper à l'hégémonie qu'on a connue à travers les plateformes américaines, les GAFA, etc. On a une occasion inespérée, avec l'avènement des métavers, de réécrire l'histoire d'Internet.
Et c'est vraiment quelque chose où on a besoin des institutions, on a besoin des industriels, on a besoin de toutes les volontés pour pouvoir réussir à faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un cloud indépendant, un cloud souverain, ça veut dire qu'il faut des moteurs de jeu souverains, ça veut dire qu'il faut des plateformes souveraines comme celles que nous construisons, ça veut dire qu'il faut des casques même de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée qui soient produites en Europe, et c'est vraiment un enjeu majeur que je souhaite soulever ici, parce que c'est un sujet qui nous évitera justement de devenir les vassaux d'acteurs énormes des États-Unis ou d'Asie. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour avec ces petites images du DJ7 de Minotaur dans VRChat. J'ai fait à peu près le tour de la question et je serai content d'accueillir vos questions si vous en avez. Alors, la première question. Alors, rapprochez-vous peut-être, ou rapprochez-vous. Oui, et je vais vous donner mon micro. C'est peut-être mieux. Merci. Louis, on s'est rencontrés il y a peu de temps à Vivatech et c'est vrai que, alors moi je suis dans une entreprise qui fait de l'IA appliquée à la musique, donc je pense qu'on aura aussi l'occasion d'échanger de ce qu'on pourrait éventuellement faire ensemble. Ma question, elle porte surtout sur le fait que le métaverse est un environnement numérique. Les acteurs ont tous, à l'heure actuelle, intérêt à développer le métaverse le plus large, le plus gros possible, qui va attirer les plus grosses communautés, de manière à recréer les effets de réseau qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. C'est quoi la parade qu'on peut dégainer pour éviter que Facebook, qui, bon, pour l'instant, enfin Meta, qui communique beaucoup, mais qui montre pas tant de trucs que ça, comment on peut se prémunir du fait que eux, ils arrivent et ils tapent du poing sur la table, ils disent bon ben voilà, ça c'est le métaverse qui va déjà réussir à collecter tous les utilisateurs qui sont déjà sur Facebook, sur Instagram, sur leurs autres plateformes sociales. Et moi, la question que je me pose plus concrètement, c'est de me dire, est-ce que l'avenir du métaverse, c'est pas justement une technologie ouverte qui permettra à plusieurs développeurs de métaverse de s'interfacer sur des technologies communes et faire. Alors, je pense que c'est ça peut-être l'idée du métaverse européen, de faire en sorte que plusieurs acteurs puissent se fédérer sur des intérêts communs, des valeurs communes. Et j'aimerais bien avoir quelques mots supplémentaires sur cet aspect-là, si c'est possible. Alors oui, tout à fait. L'interopérabilité des univers numériques est particulièrement importante justement pour pouvoir créer cette synergie et pouvoir agréger toutes ces populations et ces communautés. Donc l'idée aussi d'un métavers franco-européen, c'est de pouvoir adapter, de pouvoir établir des ponts entre les multiples métavers qui existent en fait et qui sont en train de se construire, parce qu'il n'y en a pas un seul. Et c'est ça aussi le but. Il est intéressant de voir que Facebook, au départ, enfin maintenant Meta, voulait dominer le métavers et n'était pas du tout ni open source, ni ouvert à quoi que ce soit. Ce qui est quand même l'idée derrière tout ce qui porte les projets de métavers franco-européens pour l'instant, enfin en général. C'est particulièrement important pour pouvoir justement faire ce que tu dis. En ce qui nous concerne, il y a plusieurs manières aussi de contrer un petit peu les autres acteurs, en particulier les acteurs nord-américains, par le fait que ne pas monétiser la publicité, par exemple, ou bien être plus éco-friendly, parce que ça, ce sont des messages qui attirent les jeunes générations aussi. Avoir des codes éthiques, des chartes éthiques appliquées au métavers, et on est tous en train de plancher dessus, qui permettent aux gens de se sentir en zone de confort, en fait, dans les métavers. Il y a beaucoup et même des outils qui permettent aux gens de se sentir bien dans les métavers. Par exemple, on a entendu parler récemment de harcèlement sexuel dans les métavers. Il y a des gens qui y sont très sensibles, d'autres moins, parce que justement, les utilisateurs du métavers ont tellement souvent l'impression, une telle sensation d'immersion, une sensation de présence, que même quelque chose qui est virtuel, un geste déplacé, peut les atteindre aussi pratiquement physiquement, aussi fortement qu'un geste physique. Donc, toutes ces problématiques sont au cœur des préoccupations de ce qu'on fait
Et puis aussi, la faculté, et c'est aussi un des moteurs de notre action et un des piliers de ce qu'on est en train de développer, de permettre à n'importe qui, et c'est pour ça qu'on appelle un petit peu notre projet le YouTube du métavers, de permettre à n'importe qui de s'approprier le métavers pour pouvoir construire soi-même, comme un YouTuber ou un Twitch, un streamer crée sa propre chaîne sur Twitch ou sur YouTube, de créer son propre univers, avec des outils très très simples d'utilisation, ce qui n'existe pas pour l'instant. Donc tout ça va dans ce sens-là. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a une autre question? En général, toujours, il y a 2 questions au moins. Alors, sinon, moi, c'est moi qui vais la poser. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans quelques années comme l'Oasis? Alors pour ceux qui connaissent pas, ça dépend. Oui, alors l'Oasis, c'est donc le monde inventé par Neil Stephenson, un métavers du futur qui ressemble un peu à ça d'ailleurs, mais où les gens peuvent aller d'un univers à l'autre de manière très fluide, parce que justement il est interopérable. C'est un peu ça, à part qu'on n'a pas une vision dystopique de l'Oasis. La nôtre, elle est plutôt humaniste. Donc ça dépend aussi comment on construit ces plateformes, comment on conçoit les standards, les chartes d'éthique pour gérer ces mondes. Et c'est un très vaste sujet. Ouais, c'est l'éthique. Je pense que il faut remettre de l'éthique. Donc l'Oasis, c'est dans Ready Player One. Ready Player One. Voilà. C'est donc le monde, le métavers qui s'appelle comme ça. Oui. Je ne sais pas si les gens ici dans la salle ont vu le film. Ah. On y est presque. Une fan, c'est super. On est 2 alors. Est-ce qu'il y a une autre question pour Louis? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, s'il y a une question. Nous, on se connaît, Louis. Dimitri, Pôle Production, je fais la production du visuel, du jeu vidéo, etc. Il y a une question de temporalité à tout ça. Est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment donné, on a tellement à faire parce qu'on part de rien? Aujourd'hui, on n'a pas de moteur de jeu connecté, on n'a pas le data, on n'a même pas la techno, finalement, pour rendre tout ce qui est immersif grand public. Est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment donné, on arrive à être battu par le temps, quoi? C'est un vrai sujet. On a 2 ennemis qui sont le temps et l'argent. Parce que le temps, c'est un des premiers facteurs. Parce qu'effectivement, on est face à des mastodontes qui ont déjà des avances technologiques, mais en même temps, ici en France et en Eurorégion, on a tous les talents qu'il faut pour tous les cerveaux nécessaires, tous les créatifs nécessaires, les ingénieurs, les développeurs, pour faire face à ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas déjà des briques de base qui sont universelles, alors que nos concurrents nord-américains les ont. Donc l'idée, effectivement, c'est de construire ceci avec des moteurs de jeu. On a des acteurs en France. Hein. Ubisoft a des moteurs de jeu propriétaires. Dassault Systèmes a des moteurs de jeu propriétaires. On a des très gros acteurs, mais qui ne sont pas encore très grand public, contrairement aux moteurs de jeu américains qui sont enseignés dans les écoles, etc. Donc il y a un sujet de formation, forcément, qui est très crucial, et de formation accélérée, d'accélération de cette formation. Et il y a un sujet de aussi dissémination à l'extérieur de nos territoires, parce qu'il faut que ça soit universel. Donc, et ça rejoint la deuxième question, qui est la question de l'argent, parce que quand on sait que Meta investit 10 milliards de dollars par an, 10 milliards de dollars par an dans le métavers, nous, là, on est en train de faire une levée de fonds de 20 millions d'euros. Donc, vous voyez le décalage, en fait. Il y a aussi ça qu'il faut vraiment dire à nos institutions, dire à nos gouvernements, France, Europe, qu'il faut vraiment accélérer et qu'il faut soutenir ces initiatives, parce que sans argent, on n'y arrivera pas non plus, même si on a les cerveaux les plus brillants. Meta est en train de s'installer en France. Moi, un exemple très concret, un développeur qui pourrait m'être utile, qui sortait de l'école l'année dernière, il coûtait environ 3 000 à 4 000 euros par mois en sortant d'école. Et Meta arrive en France, crée une université, entre guillemets, une académie pour les développeurs, et en parallèle, il offre à ces mêmes personnes un salaire 5 fois supérieur. 5 fois, c'est pas une fois.
Donc les startups, les entreprises françaises, littéralement ne peuvent pas suivre. Donc il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là. Et quand on demande de l'argent au gouvernement, on ne demande pas de l'argent pour aller boire du champagne. On demande de l'argent pour payer les gens, les attirer en plus sur nos territoires, qui ne sont pas forcément, et en particulier je pense à Perpignan, parce qu'on y est, qui sont des territoires quand même qui ont besoin d'être désenclavés. Donc il y a tous ces enjeux-là en fait pour pouvoir arriver à attraper ce train et à même devenir la locomotive. Une autre question? Bonjour, Anne-Sophie de WeDid. Moi, je travaille dans... En fait, j'utilise la réalité virtuelle et la data pour aider les gens à développer leurs compétences. Et en fait, donc j'ai un gros axe data. Et la question que je me posais, c'est la question du business model, parce que je pense qu'il y a une grosse pression des annonceurs pour exploiter les data comportementales. Donc voilà, savoir comment vous la résolviez et les soucis éthiques peut-être que vous aviez par rapport à ça. Complètement. Alors, ça dépend, je pense que ça dépend des plateformes. La nôtre, enfin les data, on n'a pas envie de la commercialiser en fait. On a envie de s'en servir, nous, pour pouvoir améliorer nos services, mais pas vraiment de la commercialiser parce qu'il y a tous ces enjeux de propriété intellectuelle, de droit à l'image, même de propriété individuelle tout simplement, qui sont liés à l'utilisation des data. Je pense que selon les plateformes, les data peuvent être utilisées parce qu'on le dit à l'avance en fait. Donc il y a tous, mais nous, sur notre plateforme, on a choisi ni d'avoir de publicité. Enfin, on pourra faire du placement de produits, du mécénat par exemple, mais pas de la publicité frontale. Donc on n'a pas besoin d'échanger les données et on n'a pas envie de les échanger parce qu'en fait, on peut mesurer ensuite l'impact par rapport à l'impact des campagnes entre guillemets de marque sur la communication marketing qui se fait après, quand les gens repartagent sur les réseaux sociaux, etc. On peut calculer ça. Mais donc, il y aura quand même des facteurs d'évaluation. Mais on ne veut pas vendre les datas, nous, personnellement. Mais par contre, je sais que pour certaines industries, c'est très important. Et il y a certaines plateformes qui vont être dédiées à ça, entre guillemets, ou qui seront, dès le départ, seront très transparentes par rapport à l'utilisation des datas. Je pense que ce n'est pas du tout incompatible. Nous, c'est vraiment dans un souci d'accueillir le plus de monde possible, en définitive. Et on n'a pas besoin, forcément, de l'exploitation des datas pour... pas vraiment, non. Alors, merci beaucoup. On va remercier Louis. Et puis, si vous avez d'autres questions, bien sûr, on a tout un moment d'échange, de réseautage à la fin de cette cérémonie. Et donc, vous retrouverez Louis, et comme vous retrouvez aussi, je crois qu'on peut applaudir Louis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.